Bonjour à tous et à toutes, puis bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, le 16 juin, de notre édition spéciale du CRI Pandémie, qui est organisée conjointement par le RISC, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Donc, avant de commencer puis de laisser la parole à nos deux conférencières d'aujourd'hui, j'aimerais simplement faire un petit mot sur le déroulement. Donc, la présentation est faite en deux parties de 15 minutes. D'abord Morgane, puis ensuite Christelle. Puis par la suite, vous aurez une période là, de discussion de 15 à 30 minutes qui suivra par la suite. Donc, je remercie les participants qui se sont joints à nous. Puis, vous êtes dans une plateforme Zoom, là, mais de type webinaire. Alors, votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés pour accueillir davantage de participants puis assurer une bonne qualité du son pour tous. Donc, par contre, je vous invite vraiment à interagir avec nos deux conférencières à la suite de la présentation, soit via le chat ou en intervenant directement de vive voix. Donc, en tout temps, vous pouvez me contacter via le chat si vous avez des difficultés ou si vous avez des demandes spéciales à me faire. Puis, la conférence est aussi enregistrée aujourd'hui pour permettre la rediffusion là, sur notre site web. Puis, le PowerPoint de nos deux conférencières va également être disponible. Donc, ceci dit, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui nos deux conférencières, Morgane Clobet et Christelle Aluni-Menuccini. Je m'excuse si j'ai un peu mal dit ton nom de famille, Christelle. Donc, le webinaire en deux parties. La première s'intitule « Les prédicteurs de l'utilisation d'urgence chez les personnes actuellement ou anciennement itinérantes ». Puis la deuxième partie s'intitule « Les services d'urgence, une bonne porte d'entrée pour les personnes en situation d'itinérance qui consomment des substances ». Donc, bon webinaire à tous et à toutes. Puis je cède maintenant la parole à Morgane. Oui, merci Émilie. Bonjour à tous. Moi c'est Morgane, je suis étudiante au doctorat en santé publique à l'Université de Montréal et je travaille dans le laboratoire de Marie-Josée Fleury à l'Institut Douglas. Donc aujourd'hui, comme Émilie vient de nous le dire, je vais vous parler des déterminants d'utilisation des urgences chez les personnes en situation d'itinérance avec, bien entendu, vous en doutez, un focus sur les troubles liés à l'utilisation de substances. Donc, pour démarrer la présentation, c'est bon, ça bouge. Rapidement, le contexte de cette étude qu'on a menée avec l'équipe. Donc, comme vous le savez, j'imagine, l'engorgement des urgences reste une problématique vraiment majeure, que ce soit à l'international ou au Québec. Et en particulier, c'est un sujet qui est concernant par rapport aux populations vulnérables et à l'utilisation en fait que celles-ci font des urgences. Quelques chiffres pour nous remettre dans le contexte. Donc, en 2016-2017, c'était quasiment 3 millions de visites aux urgences qui ont été réalisées au Québec. Ce chiffre-là reste en constante augmentation, même durant les dernières années, même malgré les différentes initiatives poursuivies. Ce qu'on voit par rapport à la population qui nous intéresse aujourd'hui et qui est donc celle en situation d'itinérance, c'est qu'on a environ 3 fois plus de visites aux urgences chez les populations itinérantes versus la population générale. Donc, à partir de ces chiffres-là et puis de ce contexte général, on s'est dit que ce serait intéressant de creuser cette question d'utilisation des urgences dans cette population spécifique. Et pour ce faire, on utilise le modèle d'Anderson, donc qui est un modèle que vous connaissez peut-être, qui est très utile pour baliser les variables d'utilisation des services et comprendre pourquoi les personnes utilisent les services ou non. Donc, quand on regarde la littérature sur les services d'urgence et les personnes itinérantes, on voit que souvent, leur utilisation est expliquée, par exemple, par des variables de besoin. Donc, on va dire que c'est par exemple parce qu'elles ont des problèmes de santé mentale, des problèmes liés à l'usage de substances ou des troubles concomitants de santé physique et mentale que ces personnes-là vont utiliser les urgences. On sait aussi souvent que le fait d'être un homme ou d'être plus âgé peut être lié à l'utilisation des urgences chez ces personnes-là. Et enfin, d'autres variables facilitantes comme le fait d'avoir un faible réseau social ou de ne pas avoir d'assurance, ça peut être des vecteurs d'utilisation des urgences chez ces personnes-là.
Alors, malgré cette littérature-là que je viens de vous expliquer, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'études finalement qui comparent utilisateurs et non-utilisateurs des urgences parmi les personnes en situation d'itinérance. Souvent, en fait, on va comparer à la population générale. On a aussi peu d'études qui lient l'utilisation des urgences chez les personnes en situation d'itinérance et leur statut d'hébergement à l'instant T. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va regarder par la suite, que je vais vous expliquer. Et puis, on a aussi peu d'études qui finalement utilisent un cadre théorique. Donc, ce qu'on a voulu faire avec ce projet, c'est d'identifier les déterminants d'utilisation des urgences auprès donc de 270 personnes qui étaient actuellement ou précédemment en situation d'itinérance, qui vivaient dans 3 types de logements différents. Donc, ces 3 types de logements-là, c'est le logement transitoire, donc c'est des solutions de logement qui permettent d'accéder par la suite à un logement permanent. Des personnes qui étaient en logement temporaire, donc type refuge ou des ressources vraiment dédiées spécifiquement à un accueil temporaire, et un logement permanent. Donc ça, c'était pour les personnes qu'on considère, nous, comme anciennes précédemment en situation d'itinérance. Mais quand les personnes étaient en logement permanent, on a juste pris sur une période de 12 mois précédents. Donc ça veut dire qu'elles étaient déjà récemment en situation d'itinérance. Et en fait, cette population-là de 270 personnes, on l'a suivie pendant une période de 12 mois. On avait 2 hypothèses. La première, c'était que l'utilisation des urgences parmi ces personnes allait principalement être liée à des variables de besoin. Et puis la deuxième, c'était que la variable de logement, en fait, le logement dans lequel ces personnes étaient, allait aussi être liée à leur utilisation des urgences. Donc, la méthode qu'on a utilisée, on a en fait réalisé 2 questionnaires auprès de ces 270 personnes. Un premier à T0, donc à l'instant du début du projet, et puis un deuxième 12 mois après. Donc, en fait, ce questionnaire était composé d'échelles standardisées qu'on retrouve assez régulièrement dans ce type d'études sur, par exemple, les troubles d'usage, sur les services reçus, sur la perception, la satisfaction, la qualité de vie. Nos critères d'inclusion, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé avant, mais vous les revoyez ici, c'était donc d'être âgé au moins de 18 ans, en situation d'itinérance ou préalablement donc à moins de 2 ans, être suivi par un des organismes communautaires qui participent à l'étude, donc on en avait en tout 27. Les résultats de l'étude. Finalement, parmi ces 270 personnes, on en avait 51% qui étaient des utilisateurs des urgences. Donc la moitié, quasiment moitié parfaite de l'échantillon qui utilisait les urgences. On voyait que parmi ces participants, la plupart avaient des soucis, des troubles de santé mentale. On a quasiment 70% de l'échantillon qui avait des troubles de la personnalité, et puis plus d'un tiers aussi de l'échantillon qui avait des troubles liés à l'usage de substances psychoactives. Au niveau de la santé physique, on avait aussi beaucoup de maladies chroniques, quasiment un tiers de l'échantillon des participants qui avaient des maladies physiques chroniques. Et globalement, ces personnes jugeaient leur santé mentale ou physique comme passable. Donc on avait des résultats qui étaient vraiment importants en termes de besoins de santé. Au niveau des facteurs prédisposants, donc comme vous voyez, on avait une majorité d'hommes, mais c'était quand même assez bien réparti, 58% d'hommes. Une population quand même assez âgée, puisqu'on avait 57% qui avaient 50 ans ou plus. Très, très majoritairement célibataires, quasiment l'échantillon au complet. Au niveau du logement, donc vu que c'était une variable importante pour nous, comme vous le voyez, c'était quand même assez réparti, puisqu'on avait 50% de l'échantillon qui était en logement temporaire, 44% en logement permanent, et puis seulement 6% dans les refuges ou les autres types de logements. Finalement, on avait 52% de l'échantillon qui était en situation d'itinérance chronique, donc ça veut dire, comme je vous l'ai remis en bas, plus de 12 mois en situation d'itinérance pendant plus de 12 mois au cours des 3 dernières années, ou au moins 3 fois, même pendant des périodes courtes, durant les 3 dernières années. Au niveau des facteurs facilitants, là aussi, c'était assez intéressant de voir que finalement, 57% de l'échantillon avait un médecin de famille.
et que ces personnes-là avaient globalement quand même une grosse utilisation des services durant les 12 mois précédant l'étude. Donc, comme vous voyez, la plupart avaient utilisé des services communautaires, mais finalement, très peu avaient utilisé des services ambulatoires spécialisés, moins d'un tiers de l'échantillon, en fait. Lié à cette utilisation des services, on avait quand même une bonne satisfaction des usagers à l'égard des services, et puis aussi quand même une bonne qualité de vie perçue, auto-déclarée forcément, et une assez faible stigmatisation déclarée aussi. Quand, à partir de la méthode qu'on avait retenue, donc du devis longitudinal et de deux questionnaires qu'on a réalisés, on a réalisé aussi par la suite des analyses statistiques pour voir lesquelles de nos variables étaient associées ou non à l'utilisation des urgences. Comme vous pouvez le voir, on a 4 associations significatives. De au niveau des besoins, donc les troubles liés à l'usage de substances étaient fortement corrélés à l'utilisation des urgences parmi ces populations. La perception de la santé physique était aussi très corrélée. Et puis, au niveau des facteurs facilitants, on voyait que l'utilisation des services ambulatoires spécialisés et la perception de la stigmatisation étaient aussi fortement liées à l'utilisation des urgences. Donc, à partir de ces résultats, on a essayé de discuter tout ça pour comprendre comment on pouvait essayer de faire les liens entre ces divers éléments. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que par rapport à la littérature, notre échantillon est assez représentatif au niveau de l'utilisation des urgences. On voit que par exemple, la plupart des études chiffrent entre 30 et 40% d'usagers des urgences parmi des populations itinérantes, et nous, là, on était à 50%. Donc c'est un peu plus élevé, mais c'est quand même assez cohérent. Ce qui est intéressant et ce qui est peut-être lié, c'est de voir que dans notre échantillon, par contre, on avait vraiment une surreprésentation d'itinérance chronique. Et puis, on sait aussi par la littérature que souvent, l'itinérance chronique augmente l'utilisation des services en général. Donc ça peut déjà être une première piste d'explication. On voit aussi que finalement, comme je vous l'ai dit dans les résultats, à peu près tous les services ont été quand même très utilisés dans notre échantillon. Et ça, on peut l'expliquer en partie par le fait que cette étude s'est réalisée à Montréal uniquement, et qu'on sait qu'on a un grand nombre de services, notamment communautaires, qui sont à disposition des populations à Montréal. Sur les déterminants significatifs, donc au niveau des besoins, donc on a vu que les troubles liés à l'usage de substances et une mauvaise santé physique perçue étaient très fortement corrélés à l'utilisation des urgences. Ça, c'est pas forcément très surprenant en fonction de la littérature, puisqu'on sait que même dans la population générale, en fait, souvent, ça va être la santé physique et puis la perception que vous avez de votre santé qui va vous amener ou non à utiliser les urgences. Donc ça, c'était un facteur explicatif assez clair. Sur les troubles liés à l'usage de substances, en fait, on sait aussi que finalement, ces troubles-là sont aussi régulièrement liés à plus d'instabilité résidentielle, à potentiellement une mauvaise adhérence au traitement médicamenteux, à une des plus grosses problématiques au niveau des réseaux sociaux des personnes. Et donc tout ça, en fait, entrave l'accès aux soins adéquats et mène les usagers vers l'utilisation des urgences comme recours, en fait, en termes de soins dès qu'un besoin se fait sentir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a réussi, ou en tout cas qu'on a essayé d'expliquer de cette manière-là. Au niveau des autres variables pertinentes, donc comme vous voyez, on avait l'utilisation des services ambulatoires spécialisés. Finalement, ce qu'on voit, c'est que, comme dans la population générale, encore une fois, souvent, plus vous utilisez de services, plus vous allez encore en utiliser par la suite. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'échantillon. On voit que tous ceux qui avaient fortement utilisé antérieurement les services ont continué dans les temps de suivi en fait, qu'on a réalisé, à les utiliser. Donc, on peut postuler d'une très faible continuité des soins pour ces personnes-là et en fait beaucoup de redirection entre les services et un manque parfois aussi de continuité, comme je l'ai dit, qui mène à une surutilisation des services. Sur la stigmatisation, ça c'était très intéressant parce que c'est une variable qui est quand même beaucoup moins regardée dans la littérature. On a vu que finalement, plus les personnes se sentaient stigmatisées, plus en fait elles allaient utiliser les urgences. Donc ce qu'on voit, c'est que ces personnes-là en fait peuvent souvent être à l'origine, ou en tout cas avoir
à subir des reports ou des refus de soins, avoir une faible estime d'eux, avoir des grosses problématiques au niveau de la santé mentale et des niveaux d'espoir et puis de croyance en fait envers le système plus faibles. Ce qui fait que elles vont moins recourir à des soins qui sont plus spécialisés ou en tout cas plus spécifiques et se diriger en fait directement vers les urgences et de manière assez tardive en fait, ce qui aussi les mène à se retrouver dans des situations plus de crise ou d'urgence et donc de consulter ces services-là. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, donc une de nos hypothèses, c'était de voir le lien avec le logement et les types de logement ou d'hébergement parmi ces populations-là. Et on n'a pas vu de lien, pas d'association entre le type de logement, le type d'hébergement et l'utilisation des services parmi cette population itinérante. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez surprenant parce que régulièrement, le logement permanent est vu comme un facteur de protection envers l'utilisation des urgences. Donc on a essayé de dégager plusieurs pistes d'explication, comme le fait par exemple que certains des principaux facteurs qui en fait affectaient l'utilisation des urgences étaient quand même présents dans notre échantillon de manière transversale, en fait, peu importe le logement. Par exemple, les troubles liés à l'usage de substances étaient présents dans notre échantillon de manière assez également répartie, peu importe si les participants étaient en logement permanent ou non. Donc finalement, ça a comme un peu équilibré ces variables-là et ça n'a pas eu d'impact sur l'utilisation des urgences. On peut aussi penser que peut-être que certaines politiques d'hébergement ou de logement ont été implantées trop récemment pour qu'on en voit encore les effets. Et on peut aussi voir que finalement, on a eu certains groupes d'âge ou certains groupes qui étaient sous-représentés dans notre échantillon. Et ce qui fait que peut-être que le logement permanent n'a pas été facteur de protection dans notre étude spécifique. En conclusion, cette étude nous a permis quand même de voir des associations importantes avec des variables qui étaient innovantes et qui devraient, en fait, d'après nous, continuer d'être investiguées dans le futur. Quand je dis variables innovantes, donc je parle en particulier du stigma, de la stigmatisation, comme je vous l'ai dit, mais aussi tout ce qui est lié à la perception de la santé et aux troubles liés à l'usage de substances. C'est quand même important de continuer, en fait, à regarder ces variables-là, puisqu'on voit qu'elles continuent à être significatives dans notre étude. On voit aussi que finalement, et puis là ça fait le lien avec la présentation que vous allez avoir juste après de Christelle, que cette étude, les résultats font ressortir le besoin de développer des stratégies, en fait, toujours plus de stratégies pour lier l'itinérance et la prévention, notamment au niveau de la santé physique perçue et des troubles liés à l'usage de substances, parce que c'est une problématique qui reste quand même vraiment très forte. Et à partir du moment où on considère ça, on voit aussi qu'il y a beaucoup de programmes qui existent déjà et donc qui devraient certainement être renforcés. Par exemple, des programmes de liaison, de référence, de collaboration avec les services pour améliorer l'accès et la continuité et peut-être réduire le recours un peu systématique à l'urgence qu'on peut distinguer. Et enfin, on voit aussi que cette étude nous rappelle l'importance de la lutte contre la stigmatisation auprès de ces personnes-là et l'importance de considérer des techniques particulières, ou en tout cas des approches particulières qui réduiraient la stigmatisation quand on parle de populations en situation d'itinérance et de troubles liés à l'usage de substances. Merci pour votre écoute et puis on aura les questions plus tard. Merci Morgane. Donc, je laisse Christelle partager sa présentation. Mon présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Christelle Aluni-Melikini, comme Émilie m'a présenté tantôt. Je suis candidate au doctorat en sciences cliniques avec une spécialisation en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin, d'emmener une nouvelle réflexion peut-être. Et cette réflexion porte sur est-ce que les services d'urgence sont une bonne porte d'entrée pour les personnes en situation d'itinérance qui consomment des substances. Aujourd'hui, je veux vous emmener un peu dans cette réflexion, d'une part en montrant les résultats de mon doctorat, mais aussi une réflexion que moi j'ai eue aussi avec mon équipe de direction. Donc, tout d'abord, comme Morgane l'a vraiment bien dit juste avant, les personnes en situation d'itinérance qui consomment des substances utilisent fréquemment les services d'urgence, surtout
ou souvent en contexte d'intoxication ou de sevrage de substances psychoactives. Pourtant, les services d'urgence sont encore peu adaptés à leurs besoins, ce qui favorise le phénomène des portes tournantes, mais aussi qui est un élément de plus qui peut contribuer à la chronicité de l'itinérance. Donc, mon étude de doctorat, la méthode utilisée, c'était une analyse des besoins, donc qui est une approche systémique de prise de décision. En résumé, on voulait évaluer les besoins, identifier les solutions possibles pour l'améliorer et prioriser les solutions pour permettre d'améliorer la réponse d'urgence. Et on a aussi utilisé l'évaluation démocratique délibérative, qui est un processus d'échange, en fait, qui vise à respecter 3 principes. L'inclusion, donc essayer d'inclure le plus possible l'ensemble des parties prenantes d'une problématique. Le dialogue, qui permet d'avoir une place d'échange qui est basée à la fois sur des données empiriques et sur le construit social des participants. Et enfin, la délibération qui vise à avoir une priorisation collective je vais vous le lire, une évaluation collective des recommandations. Donc, voilà les méthodes que j'ai utilisées. Et plus précisément, on a fait 3 étapes. Donc, la première est l'évaluation des besoins. Donc, on a organisé un World Café intersectoriel, donc une activité collaborative. On a invité 34 personnes provenant de milieux différents, notamment policiers, professionnels de services spécialisés, personnes en situation d'itinérance ou ayant déjà vécu en situation d'itinérance, pour échanger sur la réponse d'urgence et leurs besoins. On a également fait 13 entrevues individuelles semi-structurées, d'une part pour rejoindre les personnes qui étaient moins bien représentées dans le World Café, notamment les professionnels de la santé. Donc, on a fait 5 entrevues avec les professionnels de la santé. Et aussi pour avoir des entrevues plus approfondies et dans un contexte sans enjeu de pouvoir avec les personnes en situation d'itinérance qui consomment des substances. Donc, on avait 8 entrevues avec eux. Et ensuite, on a fait une analyse de contenu thématique avec NVivo 12. La deuxième étape que je ne présenterai pas les résultats aujourd'hui, mais je voulais vous mettre en contexte où elle se situait dans mon étude. Donc, c'est l'identification des solutions. Donc, j'ai fait une analyse logique inverse qui est inspirée d'une revue réaliste rapide. En fait, j'essaie de voir avec les besoins identifiés dans mon évaluation des besoins, quelles solutions dans la littérature existaient et pouvaient permettre d'améliorer la réponse d'urgence. Donc, j'ai répertorié 129 documents et j'ai fait 2 entrevues auprès d'équipes ayant des pratiques innovantes de Montréal. Et ces résultats ont été présentés à ma 3e activité, 3e étape, qui était la priorisation des solutions, qui était une activité de triage intersectoriel, qui est une activité de priorisation, en fait. Encore là, on avait 31 participants provenant de milieux différents. Et on visait à, comme vous pouvez voir sur la figure, chaque personne nommait des idées, écrivait sur des papiers des idées et après on priorisait en groupe pour voir quelles pistes de solutions étaient les plus importantes. Donc, les résultats de cette étude montraient que la réponse d'urgence, les services d'urgence qui comprennent les services policiers, les services paramédicaux et les urgences hospitalières, était pertinent lorsqu'il y a un danger pour la personne. Par exemple, en contexte d'idéation suicidaire ou tentative de suicide, mais aussi overdose, donc c'est assez large. Quand il y a des problèmes aigus de santé physique, santé mentale et de dépendance, et aussi pour la détection, compte tenu soit pour les policiers, par exemple, qui ont accès à l'environnement de la personne. Des fois, ils peuvent détecter un peu à l'avance un problème en situation d'itinérance, par exemple, ou quand les personnes se présentent aux urgences en crise, mais on peut détecter un problème de santé mentale, par exemple. Donc, ils ont été identifiés comme pertinents pour ces motifs-là. Cependant, ils ont nommé être moins pertinents pour répondre aux autres besoins. Donc, par exemple, les besoins de base, les autres problèmes, besoins psychosociaux. La stigmatisation, la discrimination est encore très présente et ils ont de la difficulté, les prestataires ont de la difficulté à référer vers d'autres ressources, notamment parce qu'il manque des fois des ressources adaptées, mais aussi
parce que, notamment parce qu'il manque des services adaptés et aussi parce que ceux qui existent sont plus difficiles des fois à faire admettre des personnes qui ont des profils peut-être un peu plus complexes, notamment la consommation de substances. La troisième étape, les solutions priorisées, ça a permis d'identifier au total 11 pistes de solutions, notamment des pistes il y avait seulement 2 pistes de solutions qui concernaient plus précisément la réponse d'urgence. Donc, d'avoir une meilleure formation des prestataires des services d'urgence, par exemple en trauma, et d'avoir plus de corridors de services, comme Morgane disait juste avant, d'avoir, par exemple, plus d'infirmières de liaison, donc d'avoir vraiment des corridors de services qui permettraient de faciliter la référence. Et il y avait 9 autres pistes de solutions, en fait, qui allaient de la prévention à la gouvernance, qui visait plus une amélioration de la réponse globale. Donc, mon étude a permis quand même de montrer que la réponse d'urgence s'insère dans une réponse plus globale et d'où pourquoi un peu la réflexion que j'emmène aujourd'hui. Est-ce que les services d'urgence sont une bonne entrée, une bonne porte d'entrée vers le système de soins si justement on les intègre comme ça dans une réponse plus globale, une réponse de santé et de sécurité publique? Donc, je vous emmène vers la réflexion par rapport aux résultats qu'on a eus. On peut voir que oui, il y a une pertinence comme porte d'entrée parce que ces moments-là que les personnes consultent les urgences ou interagissent avec les policiers ou les ambulanciers, c'est des moments clés souvent pour une détection, mais aussi pour engager les personnes dans une démarche. Pas nécessairement au moment de la crise, mais juste après la crise ou juste après ce moment-là que la personne a eu, par exemple, peur de perdre sa vie, mais ça peut être un bon moment pour essayer de désaccrocher. Par contre, qu'est-ce qui peut nuire au fait qu'il soit une bonne porte d'entrée, c'est qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation et de discrimination. Il y a un manque de formation et de soutien pour permettre de mener à bien ce rôle-là et un manque de corridors de services vraiment établis et formels et d'endroits où référer après l'intervention d'urgence. Donc, ces limites-là viennent entraver un peu leur rôle de service d'urgence, de porte d'entrée, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour qu'ils puissent réellement avoir ce rôle de porte d'entrée? Selon ma réflexion, mon analyse et celle de mon équipe de direction, c'est qu'avant la réponse d'urgence, il faut que chacun des services, incluant les services d'urgence, adopte le principe du no wonder, qui est le principe qui dit que toutes les portes de service sont une bonne porte. On va souvent en parler pour les services de première ligne, entre autres, mais on en parle encore peu pour les services d'urgence et je pense que oui, il faut réduire l'utilisation des services d'urgence, mais il faut aussi les voir comme une porte d'entrée pour quand ce n'est pas possible ou quand que c'est cette porte-là que les personnes vont utiliser. Notamment, la population générale vont aussi utiliser les services d'urgence comme porte d'entrée. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de l'avoir aussi pour les personnes en situation d'itinérance et s'en servir de ce premier ancrage-là pour les référer vers des services adaptés après. Pendant la réponse d'urgence, ce que nous, on propose, c'est d'avoir des services d'urgence sensibles au trauma. Ça veut dire des services dont les prestataires ont reçu une formation sur le trauma. Ils ne vont pas nécessairement traiter le trauma, mais ils vont prendre en compte que les personnes qui sont devant eux ont possiblement de multiples traumas et ils vont, par exemple, mettre la personne dans un milieu physique sécuritaire, vont avoir des attitudes relationnelles, des attitudes qui sont plus sécurisantes avec la personne. Donc, c'est des services qui seraient assez facilement mis en place et qui permettraient de pas juste mieux interagir avec les personnes en situation d'itinérance qui consomment des substances, mais aussi avec d'autres populations qui ont également des traumas. Aussi, une autre chose qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la réponse d'urgence pendant, ceci, c'est la formation. Donc, améliorer la formation des prestataires des services d'urgence, par exemple, en dépendance, en trauma, bien sûr, mais aussi en santé mentale, par exemple.
Et après, c'est d'améliorer les corridors de service. Parce que si on les voit comme une porte d'entrée, mais il faut qu'ils soient capables de référer vers des services adaptés après. Donc, ces corridors de service-là sont très importants pour que les personnes soient prises en charge par après. Donc, j'ai déjà terminé. Là, je voulais faire plus quelque chose d'un peu interactif. J'ai mis un petit sondage, je vais vous le copier dans le chat pour la période de questions. Vous pourrez y aller et sinon, il va être disponible dans mon PowerPoint qui va être sur le site du risque. Je serais intéressée à avoir votre point de vue sur, justement, pour vous, est-ce que les services d'urgence sont une porte d'entrée ou pas? Est-ce qu'après ma présentation, ça a changé votre perception sur le rôle des services d'urgence? Donc, je suis intéressée à juste avoir un peu votre opinion là-dessus. Donc, je vous invite à remplir ce petit sondage. Et je vous remercie d'être présent aujourd'hui et aussi à chacun de mes partenaires ou fonds subventionnaires. Et à la fin de ma présentation, je ne les montrerai pas maintenant, mais vous aurez mes références également. Donc, voilà. Merci, Christelle. Donc, merci à vous deux. Donc, maintenant, je vous invite à répondre au petit sondage de Christelle. Je vais également mettre le traditionnel petit sondage sur le concept général du CRI pandémie, s'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore répondu. Donc, je vous invite maintenant à poser vos questions via la fenêtre chat ou alors en levant la main, c'est vraiment situé les deux en bas de votre fenêtre. Donc, je vais y aller avec les questions au fur et à mesure que je vais vous lire. Donc, voilà, moi, j'avais une première question pour Morgane. En fait, je comprenais que les participants ont été suivis là, sur 12 mois. Je me demandais, est-ce que vous avez pu dégager des trajectoires, certains types d'utilisateurs, des caractéristiques différentes. Je ne sais pas s'il y a des regroupements de profils similaires. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui. En fait, c'est pas l'objet directement de cette étude-là, mais c'est d'autres études qui ont été menées en parallèle, effectivement, par l'équipe de Marie-Josée Fleury sur justement des profils d'utilisateurs des services chez les personnes en situation d'itinérance, à partir même de cette base de données-là. D'ailleurs, même si ça vous intéresse, en fait, cette cohorte-là a été suivie même encore après 12 mois, là, pour aussi d'autres raisons. Mais au niveau des profils, en fait, ce qui se dégageait, c'était quelque chose d'assez similaire à ce qu'on voit d'habitude en santé mentale au niveau des profils. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un premier groupe qui serait un groupe d'utilisateurs plus âgés, des hommes assez connus des services qui reviennent régulièrement aux urgences, ont beaucoup de troubles liés de troubles de personnalité, de troubles de santé mentale, etc. Et ça, c'est vraiment le groupe qu'on a le plus l'habitude de voir et qui là est ressorti encore une fois. Le deuxième groupe, et comme je le disais dans la discussion, c'est vrai que celui-ci était moins représenté dans cette étude-là, mais dans d'autres, on le voit régulièrement aussi. C'est un groupe d'usagers peut-être plus familiers pour ceux qui travaillent sur justement les consommateurs de substances, un groupe d'usagers jeunes, moins connus des services, plus difficiles à atteindre, avec certains troubles de santé mentale, mais plus spécifiques, comme de la schizophrénie, des premiers épisodes psychotiques. Et en fait, ces personnes-là, ce groupe-là va traditionnellement moins aux urgences, c'est ce qu'on voit dans les autres études. Et puis là, ça s'est encore une fois reflété dans cette étude-là. Donc c'était vraiment les deux, c'était un peu la dichotomie là, des deux extrêmes. Il y en avait trois autres un peu plus au milieu, notamment des femmes avec moins de troubles de santé mentale, ou en tout cas des troubles plus courants. Et aussi des mésusages liés à des prescriptions au niveau des substances, par exemple. Ça, c'était un autre groupe qu'on a pu voir. Mais oui, c'était très intéressant aussi de gager des trajectoires et pas seulement des déterminants individuels. Parfait, merci. Puis ma prochaine question, c'est plus pour Christelle. Tu nous disais dans ton bois de café
de vraiment sonder plusieurs professionnels, plusieurs types de personnes, des usagers. Je demandais encore un petit peu dans le même esprit si les constats, s'il y avait des particularités selon les personnes ou si les constats généraux ils étaient quand même similaires, peu importe le type de personnes sondées, là. Les constats généraux à travers mon étude ou avec celle de Morgane? Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Écoute, s'il y a des choses qui se recoupent en vos des études, tant mieux, là, mais je me demandais plus au niveau de ce que tu avais sorti, au niveau du principe du No Wrong Door, au travers des différents intervenants, leur perception par rapport à ça, là. OK. En fait, le No Wrong Door n'est pas nécessairement ressorti dans mon étude, donc pourquoi je le mets plus en réflexion. À travers mon World Café, les perspectives étaient assez consensuelles, en fait. Donc, c'était étonnant et à la fois très beau à voir, je pourrais dire, là, d'avoir des personnes avec je vais dire un anglicisme, des backgrounds différents, des professions différentes qui, au final, trouvaient une vision commune. Et c'est même ressorti, j'ai fait un sondage de satisfaction et c'est ressorti comme quoi que les personnes étaient étonnées que les autres personnes aient la même vision qu'eux. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, mon World Café, comme toute mon étude, c'est les participants qui étaient volontaires. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas eu les personnes qui probablement font plus de stigmatisation ou de discrimination. Donc, c'est sûr ou qui ont une vision un peu plus différente de la réponse d'urgence. Donc, c'est sûr que ça, c'est une limite de mon étude. Mais sinon, les constats semblent bien. Pour le No Wrong Door, je l'ai abordé dans certaines présentation après auprès de mes partenaires. Et justement, c'est pas tout le monde qui adhère au principe de No Wrong Door. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai ouvert cette réflexion, en fait, parce que selon ce qui ressort de mon étude, selon la littérature, bon, je pense que oui, il faut essayer de réduire l'utilisation des services d'urgence à un certain niveau. Je pense que c'est impossible de les réduire à zéro. Et c'est quand est-ce que, quand on va savoir qu'on ne peut plus les réduire ou que ça reste pertinent pour certains motifs, ben, c'est là qu'il faut revoir le rôle des services d'urgence et c'est pour ça que je trouvais intéressant d'emmener cette réflexion-là aujourd'hui. Et en lien avec Morgane, je pense que justement, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, notamment sur la consommation de substances, la santé mentale aussi. La santé physique, pour moi, c'est ressorti aussi un peu. Et un de mes constats que je trouve intéressant avec le fait qu'elle nommait qu'il n'y avait pas vraiment de différence sur le logement permanent versus les autres, qui peut être une limite, mais si ça s'avère juste, je trouve ça va avec mon argumentaire aussi que oui, il faut améliorer l'hébergement de ces personnes-là, mais il faut aussi aller au-delà de juste trouver des solutions d'hébergement. Donc, je trouvais ça intéressant. Voilà. Parfait, merci. Puis justement, au niveau, tu sais, vous avez abordé beaucoup les deux, au niveau de la stigmatisation, est-ce que, là, on extrapole, là, mais est-ce que vous pensez que il y a des populations qui sont jamais rejointes ou que, tu sais, c'est vraiment en dernier recours qui utilisent l'urgence? J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur, encore une fois, les caractéristiques qui sont différentes selon vous au niveau de l'utilisation de l'urgence. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré par rapport à ça, là? Donc, c'est vraiment une question à vous deux. Tu peux y aller, Morgane, si tu veux. Oui, pas de souci. Donc, Émilie, pour être sûre que j'ai bien compris, tu me demandais c'est ça, quelles seraient les caractéristiques de personnes potentiellement non rejointes par les services d'urgence, puis ce qu'on pourrait faire peut-être même. Mais en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est, comme je vous le disais, en fait, on a remarqué qu'il y avait comme un groupe effectivement d'usagers qui étaient très peu rejoints, même par les services d'urgence, si on peut dire ça dans ce sens-là, qui était souvent un groupe d'usagers assez jeunes, qui étaient dans en fait des premiers épisodes, que ce soit de troubles mentaux ou de troubles liés à l'usage de substances et qui finalement fuyaient les services plus qu'essayaient de les rejoindre. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit quand même
assez régulièrement. Et en fait, pour ces populations-là, on a remarqué dans d'autres études, encore une fois, comme tu dis, on extrapole un petit peu là parce que nous, c'est vrai qu'on était vraiment concentrés que sur des déterminants là. Donc, mais dans d'autres études, avec aussi une démarche plus qualitative ou avec aussi des points de vue de professionnels, on a vu que c'était vraiment typiquement une clientèle qui était importante de rejoindre dès le plus jeune âge. Et puis, c'était souvent des services communautaires, en fait, en général, qui arrivaient beaucoup mieux que d'autres services à rejoindre ces populations-là. Et c'est pour ça aussi que, comme l'a expliqué Christelle, on pensait avec l'équipe qu'il est vraiment très important de développer des services de liaison pour faire le pont, parce que certains finissent quand même par se retrouver aux urgences. On a beaucoup de cas de personnes emmenées par des ambulances ou par la police, donc dans des situations vraiment de crise et pas forcément volontaires. Et c'est là où justement des services de liaison, des services communautaires, du case management, en fait, de la gestion de cas aussi, où on prend vraiment l'usager dans sa globalité avec toutes ces problématiques, peuvent être pertinentes. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on a vu dans cette étude-là au global. Super intéressant. Pour moi, je pense que dans mon étude, ce qui a été intéressant, un peu ce qui est sorti, c'est que les personnes ont parfois des difficultés personnelles qui font qu'ils vont avoir plus de difficultés à créer des liens avec d'autres services de santé notamment, et que rendu à l'urgence, en urgence, quand justement ils attendent à la dernière minute, ben là, ils vont utiliser les services d'urgence. Donc, le fait faudrait essayer de pallier en fait ces difficultés personnelles-là qui les empêchent d'aller vers les services, notamment en faisant du travail de proximité, d'essayer de mieux les rejoindre avant qu'ils se rendent jusqu'à ça. Mais d'un autre côté, quand ils vivent des expériences négatives avec les services d'urgence, ils ont tendance à moins vouloir les utiliser. Donc, des fois, ils vont essayer vraiment d'attendre encore plus la dernière minute, d'être vraiment en danger, par exemple, pour les utiliser. Donc, c'est un peu ces portes tournantes-là, en fait, qui fait qu'ils n'ont pas vraiment envie de les utiliser. Ils vont d'utiliser en général les services de santé. Donc, ils vont utiliser les services d'urgence quand c'est déjà grave, on pourrait dire, ou très aigu. Et s'ils vivent une expérience négative, ils vont avoir tendance. Donc, ça peut les mener en danger, en fait, je pense, d'avoir... je ne sais pas si je répondais bien, là, mais... Oui, absolument. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions ni de main levée. Donc, en fait, je vais remercier l'ensemble des participants et nos deux conférencières d'avoir été présentes aujourd'hui. Vraiment très intéressant. Je laisserai le dernier mot de la fin. Si jamais Christelle et Morgane, vous aviez quelque chose que vous auriez aimé dire comme mot de la fin, je vous laisserai la parole. Puis je vous souhaite une belle fin de journée à tous par la suite. Donc, c'est y aller, Christelle. Ton micro est ouvert. Dernier petit mot, précision que tu aurais aimé ajouter sur ta présentation, que tu n'as pas eu le temps. J'ai pas vraiment... en fait, je viens de déposer ma thèse, donc bientôt vous pourrez la lire si vous êtes intéressé. J'ai un article sous presse que j'ai mis dans mes références que vous pouvez lire si vous êtes intéressé à en savoir plus sur ma présentation. Sinon, je vous remercie encore une fois d'être présent aujourd'hui. Puis si vous êtes intéressé à participer au petit sondage, ça me ferait plaisir d'en savoir plus sur votre opinion. Voilà. Et puis moi, je ne vais pas prendre longtemps non plus, juste remercier tous les participants. Et puis aussi, effectivement, dire que peut-être que cette étude-là a déjà fait l'objet d'une publication là, qui a été en fait acceptée et même on est publié là depuis quelques mois maintenant. Donc vous pouvez aller voir ça. Et puis idem, si vous êtes intéressé à ce sujet-là, n'hésitez pas à suivre les actualités du laboratoire parce qu'on travaille beaucoup aussi sur ces sujets-là. Et puis, merci au risque et merci à toi, Émilie, d'avoir organisé ça de manière virtuelle et nous avoir permis quand même d'échanger malgré les circonstances. Merci vraiment à vous deux. Merci à tous les participants. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée à tous et à toutes. Puis, notre dernier webinaire a lieu demain, le 17 juin. Puis, ça va conclure nos activités pour cette année. Donc, merci. Puis, bonne journée à tous.